Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition des Matins du Sénat. Je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui car le Parlement reprend ses travaux. Premier projet de loi examiné en cette rentrée, celui sur les circuits courts et l'économie circulaire. Il est porté par Brune Poirson, la secrétaire d'État à l'écologie. Ce projet de loi devait initialement transposer dans le droit des directives européennes. Mais voilà, le score des écologistes aux dernières élections est passé par là. Les marches pour le climat ont aussi accéléré le pas du gouvernement. Et aujourd'hui, ce texte arrive au Parlement avec de multiples mesures. Je vous propose d'en regarder 3 sur cette infographie réalisée par Pascal Lefebvre. On notera par exemple la consigne pour le recyclage des plastiques PET, ou encore la meilleure réparabilité des équipements électroménagers, ou enfin la meilleure signalétique pour les objets recyclés. Mais pour les sénateurs, le compte n'y est pas. Je cite leur rapport. Pour eux, il s'agit d'un texte technique abusivement présenté comme le symbole du tournant écologique du quinquennat. Regardez ce qu'ils ont pu également écrire. Les grands sujets sont ainsi absents du projet de loi. La réduction à la source de la production des déchets, la lutte contre le suremballage et la pollution au plastique ou encore la lutte contre le gaspillage alimentaire. Toutes ces interrogations, les sénateurs n'ont pas manqué de les porter auprès de la ministre qui était auditionnée par la Commission du développement durable, c'était le 10 septembre dernier. Et c'est donc cette audition que nous vous proposons de voir aujourd'hui, direction la salle Clémenceau. Comme vous le savez et comme vous l'aurez remarqué, nous avons la chance et le plaisir de recevoir dans cette rentrée Mme Brune Poirson, secrétaire d'État auprès de la ministre de la Transition écologique et solidaire, qui vient nous présenter aujourd'hui le projet de loi relatif à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire qu'elle porte au nom du gouvernement. Cette audition se passe en présence des membres du groupe d'études économie circulaire, présidé par notre collègue Didier Mandelli. Je vous rappelle que nous examinerons le projet de loi en commission la semaine prochaine, mardi 17 septembre. Et c'est bien sûr au cours de cette réunion que notre rapporteure, Marta de Cidrac, que je salue et qui a déjà fait un travail considérable au cours de l'été, vous présentera son rapport et les propositions qu'elle formule quant à ce texte du gouvernement. Je voudrais, avant de vous donner la parole, Madame la Ministre, dire quelques mots pour rappeler que ce projet de loi a évolué, je dirais, déjà dans sa dimension politique, puisque à l'origine, c'était un texte relativement technique qui prévoyait, outre la mise en œuvre de la feuille de route que vous aviez présentée, mais qui prévoyait aussi la transposition de directives européennes. À l'époque, nous avions appris que ce serait un texte qui renverrait essentiellement à des ordonnances et nous nous en étions émus avec Didier Mandelli. Et puis, l'actualité politique, on va dire, a fait que ce projet de loi est devenu beaucoup plus politique, que c'est devenu une des priorités du gouvernement. Je crois que le Premier ministre a parlé de l'accélération écologique à travers ce projet de loi, comme d'un premier pas en direction de cette accélération écologique. Vous-même, vous avez exprimé le souhait que ce texte permette la mise en œuvre d'une transition profonde et irréversible des modèles de production et de consommation, selon les termes de l'exposé des motifs. Je voudrais vous assurer, Madame la Ministre, que nous sommes au sein de cette commission conscients de l'importance de ce texte, conscients des enjeux en question. Nous partageons bien sûr vos préoccupations qui sont les nôtres sur le gaspillage des ressources, sur le continent de déchets, la surconsommation de plastique et l'obsolescence programmée des produits parmi les thèmes que nous aurons à évoquer. Et tout cela, bien sûr, nous appelle collectivement à changer de modèle. Et c'est pour cela que nous examinerons ce texte avec une exigence à la hauteur des enjeux en question. Je voudrais juste exprimer quelques réserves. D'abord sur la méthodologie. Nous sommes, j'ai eu l'occasion de vous le dire, un petit peu surpris, pour ne pas dire chagriné, ou en tout cas étonné, qu'il y ait, en même temps que nous examinons ou que nous allons examiner ce texte, un comité de pilotage qui réfléchisse à la mise en œuvre d'une mesure phare de ce texte, à savoir la mise en œuvre de la consigne. On ne sait pas bien quand ce comité de pilotage fera connaître ses travaux, les conclusions de ses travaux. Dans le même temps, sans que l'on perçoive forcément le lien entre les deux, il y a le travail qu'effectue M. Vernier.
Et tout ça venant en même temps que nous travaillons, et sans doute après même que nous examinions ce texte en commission, et peut-être même après même que nous l'examinions en séance, il y a quelque chose dans la méthodologie qui nous étonne un petit peu. Et sur le fond, là aussi, nous avons eu l'occasion de vous le dire, nous déplorons le peu d'éléments dont nous disposons pour examiner ce texte, notamment en termes d'études d'impact, et notamment sur la consigne, puisque nous n'avons pas d'éléments chiffrés sur les conséquences de la mise en œuvre de cette réforme et sur ses conséquences notamment en matière économique et environnementale, ce qui explique d'ailleurs que les chiffres les plus farfelus circulent sur le sujet. Et le seul document que nous ayons pu avoir de la part des services de l'État, c'est assez paradoxal, c'est une note qui provient des industriels regroupés sous le collectif Boisson au pluriel, et n'avoir pour seule source qu'une source venant des professionnels, c'est quelque chose qui n'est pas forcément de nature à nous rassurer sur la conformité de ces informations à l'intérêt général. Et comme dans le même temps, on sait que le gouvernement est très attaché à ce que les lobbies n'aient pas trop d'importance dans notre pays, on y voit une petite contradiction. Dernier point sur lequel nous sommes un petit peu sur notre faim, si je puis dire, c'est la question de la responsabilité élargie du producteur. Je pense que ce texte aurait pu envisager de revoir leur gouvernance, qui est très souvent sujette à critique. Il y a la question aussi du renforcement des sanctions, qui est évoqué dans le projet de loi, mais qui est renvoyé à des ordonnances. Et on aura l'occasion d'en reparler, je pense, au travers des questions des uns et des autres. Il y a beaucoup d'ordonnances, pour ne pas dire beaucoup trop d'ordonnances, dans ce texte. Voilà, Madame la Ministre, quelques éléments que je voulais introduire avant de vous donner la parole, ce que je fais immédiatement. Et ensuite, nous donnerons la parole donc à notre rapporteur, Marta de Cidrac. Bien. Merci beaucoup, Monsieur le Président, cher Hervé Maurey. Madame la rapporteure aussi, chère Marta de Cidrac, Monsieur le Président du groupe d'études d'économie circulaire, cher Didier Mandelli, Mesdames et Messieurs les sénateurs. Tout d'abord, merci de l'occasion qui m'est donnée ici. Pour moi, c'est un vrai honneur que de commencer par vous présenter ce projet de loi. Pourquoi ? Eh bien parce que la transition écologique, c'est notre grand défi. C'est vraiment le défi du siècle qui s'ouvre. Et je prétends pas ici que je vais épuiser la profondeur de ce défi qui est vertigineux, mais j'ai la conviction que le projet de loi, qu'encore une fois j'ai l'honneur, j'ai la chance de présenter devant vous, et dont vous allez débattre ici dans les prochaines semaines, peut constituer une brique très importante pour répondre dans notre quotidien, sur nos territoires, à l'échelle nationale aussi, aux préoccupations des Français et à cette nécessité qui est de basculer dans le XXIe siècle, c'est-à-dire de changer les fondements de notre économie. Et j'y reviendrai. J'ai conscience, Mesdames et Messieurs les sénateurs, que le projet de loi anti-gaspillage pour une économie circulaire arrive après un moment politique, social particulier. C'est celui d'une crise sociale qui est née notamment du rejet d'une fiscalité écologique trop lourdement ressentie par les ménages les plus modestes. Mais dans le même temps, c'était aussi et c'est encore une période de mobilisation sans précédent de la jeunesse en faveur du climat et d'une sensibilité très forte dans toutes les couches de la société aux enjeux écologiques. Clairement, un des messages des Gilets jaunes, c'était pas de taxe carbone, mais oui à la transition écologique, ou pas de taxe avec la méthodologie qui avait été proposée, mais oui à la transition écologique. Et donc les Français, conscients de l'urgence écologique qui les affecte dans leur vie quotidienne, je pense par exemple aux épisodes de forte chaleur, aux canicules, aux sécheresses, aux incendies sans précédent, même de cet été, les Français exigent des moyens pour agir à leur échelle, c'est-à-dire dans leur vie de tous les jours, contre le gaspillage des ressources de la planète. Mais ils exigent aussi que chacun, dans la société, qui qu'il soit, c'est-à-dire entreprises, États, associations et eux-mêmes, que chacun aille au maximum de ses capacités pour lutter contre contre le réchauffement climatique. Ils veulent aller au maximum de leurs capacités. Et cela exige la recherche de nouveaux modes de production, de nouveaux modes de consommation, de nouveaux modes aussi d'alimentation. Cela nécessite de lutter profondément et avec détermination aussi contre des lobbies qui souhaitent
nous laisser de plain-pied et continuer à nous tirer en arrière pour que nous ne changions pas de siècle et que nous restions bien au XXe siècle. C'est donc bien le sens et la finalité d'un capitalisme de surconsommation vorace que nos concitoyens interrogent aujourd'hui et que ce projet de loi cherche à aussi contribuer pour y apporter une réponse. C'est pour répondre à cette attente sans précédent que nous souhaitons aussi nous attaquer à la réduction de toutes les formes de gaspillage, à commencer par celle que constitue la poubelle des Français. En France, on produit 5 tonnes de déchets par an et par personne. 5 tonnes. Sur ces 5 tonnes, il y a 600 kg de déchets ménagers, c'est-à-dire à peu près 12%, 700 kg de déchets des entreprises, à peu près 14%, autant pour le seul secteur du bâtiment, 14% aussi, 700 kg, et 2,7 tonnes, c'est-à-dire plus de la moitié pour le secteur des travaux publics. Aujourd'hui encore, 200 millions de bouteilles en plastique sont jetées dans la nature et seuls 26% de nos déchets plastiques sont recyclés. Près de 30 ans après la dernière grande loi sur les déchets, on continue encore massivement à envoyer les déchets dans les décharges saturées, pire, à les déverser parfois dans la nature sous forme de dépôts sauvages ou parfois encore aussi terrible en les envoyant à l'étranger, dans des pays en développement, comme si ceux-ci pouvaient tolérer longtemps de servir d'exutoire à nos propres excès. Notre rapport dans notre société, notre rapport en déchets, en dit long dans notre rapport à la nature, notre rapport à l'économie. Les Français ne supportent plus et nous demandent d'agir pour passer d'une société du tout jetable à une société économe de ses ressources et respectueuse de l'environnement. Cela suppose plusieurs choses. D'abord, il faut produire en économisant les ressources naturelles. Ensuite, il faut supprimer les emballages inutiles, les objets dont nous n'aurions pas, merci Monsieur le Président, besoin. Il faut aussi développer massivement le réemploi, la réparation. Et en dernier recours, il faut avoir recours au recyclage. C'est ça qu'on appelle l'économie circulaire. C'est l'économie du XXIe siècle qui va nous permettre de redonner un sens au capitalisme. L'économie circulaire, c'est aussi une réponse à ceux qui voudraient nous faire choisir entre deux options mortifères, la croissance et la décroissance. Donc oui, cette loi pourrait marquer un vrai tournant. Elle installe un cadre pour transformer le pacte productif et donner aux Français les moyens de consommer autrement. Elle est déjà attaquée, parfois, par des lobbies qui veulent, comme je le disais, refuser d'entrer au XXIe siècle. Ce projet de loi répond donc à la fois à des enjeux environnementaux et à des enjeux de développement économique, mais aussi des enjeux d'emploi. C'est cette réconciliation entre le social et l'écologique, entre le développement économique et la protection de l'environnement que nous demandent les Français, les Françaises et leurs enfants. La lutte contre le changement climatique, ce n'est pas l'affaire des générations futures, c'est la nôtre dès aujourd'hui, dès à présent. Les impacts environnementaux, à la fois en termes de ressources naturelles et de climat, sont importants en favorisant le réemploi, la réparabilité, la longévité des produits et le recyclage. Eh bien, on réduit la consommation de ressources ainsi que notre dépendance à l'égard de matières parfois extraites dans des conditions environnementales et sociales déplorables, dans des pays lointains dont les intérêts divergent parfois des nôtres. En recyclant le plastique, on évite aussi l'importation de pétrole. Supprimant les plastiques superflus, puis aussi en encourageant le réemploi et enfin en recyclant le plastique. Tout ça nous permet d'éviter l'importation de pétrole et donc de creuser le déficit de notre balance commerciale, comme de réduire aussi les émissions de CO2. L'objectif de 100% de plastique recyclé permet par exemple d'éviter autant d'émissions de CO2 que la fermeture de 4 centrales à charbon. Il y a aussi des impacts positifs en termes d'emploi et de développement économique. On estime qu'il existe un gisement de 300 000 emplois supplémentaires locaux qui couvrent toute la palette de qualifications dans les domaines de l'éco-conception, de la réparation, du réemploi, du recyclage des ressources, en particulier des plastiques, et dans les nouveaux services liés à l'économie de la fonctionnalité. Pour rappel d'ailleurs, un chiffre, recycler ou réparer une tonne de déchets permet de créer 10 fois plus d'emplois que d'enfouir ce même déchet. Ce sont également de nouvelles opportunités pour l'économie sociale et solidaire qui représentent déjà aujourd'hui 10% de nos emplois et qui ne demandent qu'à grandir. Si ce nouveau modèle nécessite une transformation industrielle profonde avec beaucoup de besoins et des besoins forts d'investissement, à peu près 4,5 milliards d'euros pour moderniser et augmenter nos capacités de recyclage sur les 5 prochaines années, il va aussi renforcer les atouts du Made in France et nous aider à nous rendre plus indépendants encore économiquement de pays et notamment des pays asiatiques.
C'est donc avec autant d'ambition que d'humilité que je suis devant vous. Ambition, parce qu'il en faut beaucoup pour relever ce défi et je sais que vous serez au rendez-vous. Vous l'avez dit, Monsieur le Président, dans votre introduction, je sais que les sénateurs ont à cœur, eux aussi, et vous me l'aviez déjà dit plusieurs fois, je sais que c'est un souci qui vous anime, de lutter, de sortir de cette société du tout jetable, cette société où le gaspillage est finalement impuni. Mais humilité, beaucoup et surtout, parce que je sais que ce combat, il a été commencé il y a longtemps. Et que mes prédécesseurs de tous les bords politiques ont tous déployé des efforts importants depuis près de 30 ans. Je sais aussi particulièrement que les députés, les sénateurs, sont engagés depuis de nombreuses années sur ces sujets. J'ai eu l'occasion d'échanger avec vous, j'avais suivi aussi les débats avant d'être moi-même en politique. Puis les maires et les élus locaux se battent tous les jours, parfois au péril de leur vie, pour gérer les déchets de leur territoire. J'ai évidemment une pensée ici pour Jean-Michel Mathieu, le maire de Signes, dont la mort nous place collectivement aussi face à nos responsabilités. Je m'inscris humblement dans la continuité de cet héritage. Je veux rendre hommage à tous ceux qui ont participé à cette grande aventure, celle de la responsabilité élargie des producteurs, par exemple, qui a été inscrite dans le droit français dès 1975, celle du bac jaune, celle de l'éducation aux gestes de tri. J'ai pu échanger beaucoup là-dessus avec beaucoup d'élus locaux au cours des derniers mois. Celle aussi des centres de collecte et de recyclage, celle des initiatives innovantes qui cherchent chaque jour l'intérêt général et le mieux vivre, le bien vivre sur nos territoires. Je sais que ces 30 années de politique publique, dans la continuité desquelles je m'inscris, font que la France est aujourd'hui reconnue. Mon approche ne peut donc qu'être humble et nous devons aller encore plus loin, ensemble. Alors ce projet de loi, comment est-ce que nous l'avons bâti? C'est avant tout le fruit d'une concertation et je voudrais revenir, Monsieur le Président, sur la méthode. C'est une concertation de 18 mois avec l'ensemble des acteurs, avec de nombreux groupes de travail thématiques dont certains sénateurs ici, et je les remercie d'ailleurs encore, ont fait partie dès le début. Ces mois de concertation, je le rappelle, plus de 18 mois, ont conduit à la réalisation de plus d'une centaine de réunions avec des élus, avec des chefs d'entreprise, avec des ONG, avec des associations. Je veux en particulier à nouveau remercier les sénateurs de leur travail tout au long de cette concertation. Je sais, comme moi, que depuis avril 2018, ils m'ont entendu parler, discuter, évoquer, commencer à dessiner certaines mesures phares de ce projet de loi, comme par exemple la REP sur le secteur du bâtiment, comme par exemple la consigne, comme par exemple l'élargissement des filières REP. Bref, tout cela était déjà dans la feuille de route de l'économie circulaire qui a été lancée en avril 2018 et qui est elle-même, il y a donc plus d'un an, et qui est elle-même le résultat d'une concertation qui avait mis plusieurs mois avant. Et donc c'est une vraie brique, c'était quelque part un vrai château ou un vrai immeuble que nous avons construit ensemble. Il nous reste à en mettre les dernières pièces, les plus importantes, les fondations, à le mettre ensemble, l'aboutissement de cette co-construction commune. Sur certaines parties du texte, la mise en œuvre, par exemple, de la consigne, la concertation va se poursuivre dans les prochains mois. Et c'est à dessein. Parce que si, avant même que nous en débattions au Sénat, le gouvernement avait décidé, dans les détails, quelle serait la modalité de certaines choses, comme par exemple la consigne, on nous l'aurait reproché. Je pense qu'il y a des mesures qui sont tellement importantes que le principe même a été discuté ensemble collectivement et que les modalités ne peuvent être définies qu'ensemble et dans les mois à venir. C'est la méthode que j'ai choisie, c'est celle qui, je crois, me semble être la plus rassembleuse, être aussi la plus collective. Et tous les acteurs, même s'ils ont des intérêts contradictoires, continueront bien évidemment d'y être associés. Alors que le débat s'engagera dans une semaine au Sénat, je veux dire ici combien il me semble presque évident et logique que votre Assemblée soit saisie en première lecture de ce projet de loi. Parce que les déchets, ressources territoriales par excellence, c'est évidemment un des très grands champs d'action publique des élus locaux que vous représentez. Et je veux à cet égard partager avec vous un constat, au-delà des désaccords de méthodes qui peut-être vont surgir entre nous. Moi, je souhaiterais partager, et je sais que nous partageons certaines choses. D'abord, le renforcement des pouvoirs de police du maire pour lutter contre les dépôts sauvages. C'est aux élus locaux et aux territoires que nous pensons quand nous poussons cette mesure. Lorsque nous créons des filières REP,
nous rééquilibrons la charge entre les collectivités et les filières économiques. Le coût pour les collectivités territoriales de la gestion des déchets du bâtiment hors dépôt sauvage est de 453 millions d'euros. 161 millions d'euros pour les lingettes imbibées, 14 millions d'euros pour les articles de sport et de loisirs, 10 millions d'euros pour les jouets, 5 millions d'euros pour les outils de bricolage et de jardin, 6 millions d'euros pour les mégots de cigarettes. Ces transferts, ce sont les collectivités territoriales qui en seront bénéficiaires. Aujourd'hui, ce sont les contribuables et nous souhaitons que les industriels, au contraire, prennent ces coûts-là à leur charge. Et c'est bien à elles et à la fiscalité locale des ménages que nous pensons. De même, lorsque nous luttons contre les dépôts sauvages qui coûtent entre 340 et 420 millions d'euros par an aux collectivités et qui génèrent des situations de mal-vivre territorial, voire de drame absolu, comme ça a été le cas cette année, et qui entretiennent une perception d'impuissance de l'action publique. Enfin, et de manière encore plus structurelle encore, le développement de l'économie circulaire doit permettre d'assurer sur tous les territoires croissance économique, réindustrialisation, sur tous les territoires, réindustrialisation et emploi durable parce que non délocalisables. À elles seules, les couches pour bébés génèrent en France 350 000 tonnes de déchets. Le recyclage nécessiterait la création pérenne de plusieurs dizaines d'usines de recyclage sur tous les territoires. Quelle activité économique peut se prévaloir d'un tel potentiel que celui de l'économie circulaire aujourd'hui? Je pourrais vous citer beaucoup d'exemples, mais je ne vais pas le faire maintenant. Ce projet, nous l'avons donc bâti au plus proche de l'intérêt des collectivités locales et des élus qui sont porteurs de l'intérêt général au service de leurs concitoyens. Mais alors ce projet de loi, que contient-il? Quelles en sont les principales dispositions? Il se décline en 4 titres. Au sein du premier titre, les articles 1 à 4 sont consacrés à l'information du consommateur. Inscrit dans la feuille de route de l'économie circulaire, l'article 1 entend définir les modalités de l'information donnée aux consommateurs sur les qualités et l'impact environnemental des produits. L'article 2 est aussi une composante essentielle de l'information du consommateur puisqu'il prévoit l'instauration d'un indice de réparabilité des produits électriques et électroniques. Indice dont on estime qu'il sera déterminant dans le choix du consommateur. L'article 3 vise à établir une signalétique claire sur l'ensemble des produits soumis à un principe de REP, ainsi qu'un marquage du bon geste de tri pour le produit concerné. Il est aujourd'hui manifeste que nos concitoyens sont de plus en plus sensibilisés à la nécessité d'avoir le bon geste de tri, à nous de leur offrir tous les éléments nécessaires pour qu'ils le réalisent. L'article 4, en lien avec l'article 2, propose d'imposer l'affichage de la disponibilité ou de la non-disponibilité des pièces détachées nécessaires à la réparation des équipements électriques, électroniques et des meubles. Désormais, les vendeurs devront, s'ils ne fournissent pas les pièces nécessaires à la réparation de leurs produits, ils devront clairement indiquer à leurs acheteurs. Ils devront l'indiquer clairement. Il prévoit également cet article de diviser par 2 et même un peu plus le délai de livraison des pièces de rechange par les fournisseurs et favorise l'utilisation de pièces issues de l'économie circulaire. Le deuxième titre du projet de loi est consacré à la lutte contre le gaspillage et s'articule autour de 2 mesures fortes. L'article 5 interdit l'élimination des invendus de produits non alimentaires sur la base de ce qui a été déjà porté par une loi, la loi Garot, sous la précédente mandature pour les invendus alimentaires. Le principe que devront suivre les invendus en magasin ou sur les plateformes de vente en ligne sera réemploi, réutilisation, recyclage. C'est une première dans le monde. L'article 6 vise la mise en place d'un diagnostic déchets dans les opérations de déconstruction du bâtiment en vue de déterminer quels sont les matériaux et déchets réutilisables ou valorisables sur d'autres chantiers. Le titre 3 est vraiment le cœur du projet de loi. En 5 articles, il propose de refonder le principe de responsabilité élargie du producteur pour lui donner un second souffle en adéquation avec les nouvelles attentes sociétales sur les impacts environnementaux des produits tout au long de leur cycle de vie. L'article 7 fixe ainsi le cadre général de la réglementation des produits générateurs de déchets. Il prévoit aussi la possibilité d'imposer des taux minimaux d'incorporation de matières recyclées. Il renforce les moyens donnés à l'État pour assurer le suivi, le contrôle des filières et il pourra être possible de conditionner la mise sur le marché de certains produits au respect de ces taux minimums. L'article 8 réécrit l'ensemble d'une section du Code de l'environnement pour construire un nouveau cadre de fonctionnement des filières REP. Il contient un certain nombre de mesures très techniques et d'autres beaucoup plus populaires. On en a d'ailleurs récemment parlé dans le débat public, qui concerne la mise en place d'une consigne sur certains produits ou la mise en place de filières sur les déchets du bâtiment notamment.
L'article 9 est principalement un article d'harmonisation des dispositions nouvelles qui vous sont proposées et celles déjà existantes dans le Code de l'environnement. Parmi celles-ci, je vais vous citer l'avancement de la fin d'harmonisation au niveau, de la date d'harmonisation au niveau national de la couleur des poubelles de fin 2022 à fin 2023, à fin 2025 par exemple. L'article transpose une disposition de la directive du 5 juin 2019 qui étend l'interdiction des plastiques oxodégradables au-delà des seuls emballages des sacs plastiques. L'article 11, enfin, est un pur article de coordination des diverses dispositions du texte. Enfin, le titre 4, le dernier, contient 2 articles. L'article 12 vous soumet une série d'habilitations du gouvernement à légiférer par ordonnance. Son champ comprend diverses transpositions de directives communautaires relatives aux déchets, ainsi que les propositions de la feuille de route de l'économie circulaire qui s'y raccrochent directement. Je sais les réticences qui sont celles de votre Assemblée sur la méthode des ordonnances. Je peux les comprendre, et je veux vous dire que la discussion, pour des sujets qui concernent très directement nos concitoyens, est à cet égard ouverte. J'ai eu l'occasion de le dire à plusieurs reprises à certains d'entre vous. Je pense notamment naturellement au renforcement des pouvoirs de police des déchets délégués aux maires. Enfin, le dernier article précise les modalités d'entrée en vigueur du texte. À l'issue de ce catalogue un peu fastidieux, je l'avoue, mesdames et messieurs les sénateurs, et je vous remercie de votre écoute, je voudrais simplement revenir sur 2 dispositions du texte qui ont fait l'objet ces dernières semaines de débats. D'abord, la mise en place d'une filière REP pour le bâtiment et la construction. Le secteur du bâtiment, il génère 42 millions de tonnes de déchets qui sont autant de matériaux pouvant alimenter des décharges sauvages, des dépôts sauvages, qui sont des fléaux écologiques et économiques pour les collectivités. Chaque année, l'enlèvement et le nettoyage de ces décharges représentent un coût pour les villes et donc pour les contribuables qui est estimé, je l'ai dit tout à l'heure, à entre 340 et 420 millions d'euros par an. À la suite de la mort du mort de cygne, j'avais annoncé que je réunirais les acteurs de la filière du bâtiment et de la construction, ainsi que les associations d'élus, pour atterrir sur des pistes concrètes. Une réunion s'est donc tenue le 5 septembre dernier. Et cette réunion nous a permis de créer un consensus autour du principe de la reprise gratuite des déchets du bâtiment dès lors que ceux-ci ont été triés. Et ce, au préalable bien sûr, et au 1er janvier 2022. L'étude de préfiguration de ce système démarre ces jours-ci, dès aujourd'hui, même d'ailleurs la semaine dernière, sous l'égide de l'ADEME. Ont également été annoncés, et nous sommes mis d'accord tous collectivement sur un système de traçabilité qui permet de mieux identifier où sont produits les déchets, quel est leur parcours, quelle est leur destination. Un observatoire national de la gestion des déchets qui sera mis en œuvre dès septembre pour consolider l'ensemble des chiffres par territoire. Un travail en commun qui vise à planifier la localisation de nouveaux points de collecte des déchets pour les professionnels pour augmenter le maillage territorial existant. Ça aussi, c'est une demande forte. On sait qu'il n'y a pas suffisamment de déchetterie sur notre territoire. Enfin, une mesure d'exonération de TGAP pour les collectivités résorbant leurs décharges sauvages. Ce consensus, dans le cadre d'une concertation responsable, nous permettra, si vous adoptez cette disposition, de changer durablement la donne pour résoudre une difficulté délaissée depuis des dizaines d'années sur les territoires. La consigne, enfin. Il faut, je crois que vous serez d'accord avec moi, mesdames et messieurs les sénateurs, vous qui avez bien plus d'expérience que moi, je crois qu'il faut à tout texte de loi son objet transitionnel, son symbole. Eh bien, peut-être que dans ce projet de loi, ce sera la consigne. Elle nous rappelle à la fois des jours anciens, ceux où on rapportait les bouteilles en verre au magasin. Elle évoque aussi d'autres contrées, l'Allemagne par exemple, ou les pays nordiques, où ce dispositif est ancien, performant et a fait ses preuves. C'est la consigne en effet qui a permis d'atteindre des taux de 90% de collecte du plastique exigés par l'Union européenne. Mais plus encore, elle est devenue l'outil important, presque indispensable, dans certains pays pour qu'aucune bouteille ne se retrouve dans la nature ou dans la mer, pour réduire la quantité produite de plastique vierge, pour changer notre consommation de plastique à usage unique. Et par ailleurs, c'est un point très important, mais je crois que la consigne est un outil formidable pour accélérer les dynamiques de réemploi sur le territoire, pour aussi permettre à chacun d'entre nous de voir les emballages, les produits, tout cela comme non seulement des ressources, mais peut-être pour réinterroger aussi nos modes de consommation et pousser aussi par là même une transformation des modes de production.
La consigne ne sera jamais le projet des industriels dont le modèle économique sera en danger face au risque d'interdiction pure et simple du plastique. J'ai suffisamment eu affaire à des lobbies au cours de ces 2 dernières années pour pouvoir laisser dire ça. Rappelons ici quelques faits. Rien n'interdit dans le droit actuel la mise en place d'une consigne et donc aucun élu local ne pourrait s'opposer au déploiement de la consigne. Certains acteurs de la grande distribution ne s'y sont pas trompés. Et ils étudient donc les possibilités de déployer un système de consigne sans concertation dans leur coin, si j'ose dire. On observe d'ailleurs tous déjà l'émergence sur nos territoires d'infrastructures de reprise, de systèmes de consigne, pour ainsi dire, de reprise financée de certains emballages, parallèles au bac jaune, que ce soit par la grande distribution ou par certaines autres entreprises. Et cela sans concertation et sans souci pour l'impact que cela pourrait avoir sur le service public de gestion des déchets. C'est pour cette raison que le gouvernement a souhaité prendre les devants afin de pouvoir cadrer, co-construire la mise en œuvre d'un tel dispositif plutôt que de le subir. Notre volonté, elle est bien d'agir comme garant de l'intérêt général contre les lobbies, afin de s'assurer que les conditions de mise en œuvre d'une consigne généralisée sur le territoire répondent bien à une ambition environnementale, à un rationnel économique, aux priorités des collectivités locales, et que si elle devait être déployée, elle le serait de manière complémentaire à notre outil de collecte et de tri, organisé depuis des années par les collectivités qui font un travail absolument remarquable sur les territoires et par les recycleurs qui jouent un rôle clé dans le système. C'est pour cette raison que j'ai lancé, effectivement, suite à des mois de concertation, un comité de pilotage le 19 juin dernier, qui est particulièrement centré sur la consigne. Ce comité de pilotage, comme je l'ai toujours annoncé, il est présidé, comme beaucoup d'entre vous autour de la table le savez, puisque certains d'entre vous l'ont rencontré, il est présidé par Jacques Vernier. Ce dernier va rendre prochainement, à ma demande, un pré-rapport qui va être basé sur des dizaines de consultations avec l'ensemble des acteurs. Mais d'ores et déjà, je voudrais peut-être partager avec vous les chiffres des services du ministère de la Transition écologique et solidaire de mon ministère. Seuls les pays qui utilisent un dispositif de consigne atteignent une performance de collecte d'au moins 90%. Notre propre système, bien que performant, et résultant d'efforts d'ailleurs colossaux et tout à fait remarquables, n'a pas été pensé pour atteindre ce niveau de performance. Certains nous expliquent qu'il serait possible d'atteindre ce 90% dès 2022 sans la consigne, puisque le taux de collecte serait déjà à 70%. Au-delà du fait qu'ils n'expliquent pas de manière concrète comment serait comblée la différence de 20% en 2 ans, c'est-à-dire le passage de 50-55% à 70% en 2 ans, ces hypothèses ne prennent pas en compte l'ensemble de la consommation nomade et les poubelles de rue. Deuxièmement, les metteurs sur le marché, via leur éco-organisme, devront, quoi qu'il arrive, continuer à financer 80% des coûts nets optimisés du bac jaune, collecte et tri. Je sais que cela a suscité certaines interrogations, mais cela signifie que, quel que soit le reste à charge à financer pour le bac jaune, la différence entre les coûts et les revenus tirés de la vente des matières, 80% sera assumé par Citeo, comme cela est déjà prévu aujourd'hui, et nous sommes prêts à le réaffirmer dans la loi. Une autre critique du modèle actuel porte sur l'application concrète de ce 80%. Sur ce sujet des coûts dits optimisés, nous sommes prêts à ouvrir des discussions dans le cadre des débats parlementaires. Troisièmement, et je pense que ça doit être très clairement réaffirmé. Troisièmement, le système de consigne ne déséquilibrera pas les contributions à l'éco-organisme attendues des emballages non consignés. Plus 7% environ. Quatrièmement, la consigne seulement pour recyclage ne répond pas à tous les enjeux. À ce titre, la consigne pour réemploi présente des atouts économiques et environnementaux indéniables, notamment pour se passer de l'usage unique. Sur ce sujet, nous pensons qu'il faut accélérer la mise en œuvre des pratiques volontaires, formidable vecteur de dynamique locale. C'est une chance pour tous de revoir nos modèles de consommation.
Un nouveau comité de pilotage sera mobilisé dans les prochains jours, comme je l'ai indiqué à certains d'entre vous, pour que chacun puisse réagir à ce pré-rapport que nous partagerons bien sûr largement avec vous. Notre objectif sera ensuite de poursuivre la concertation afin de pouvoir évaluer la performance de différents scénarios en vue des mises en œuvre de la consigne en 2022. L'enjeu central en 2022 ou à partir de 2022. L'enjeu central de nos débats ne sera pas de nous enfermer dans des postures manichéennes entre pro et anti, alors que même dans son principe, les Français y sont favorables. Je rappelle que 82% des Français à la question « Êtes-vous prêt à rapporter des bouteilles en plastique à un endroit pour qu'elles soient déconsignées ?» répondent massivement oui. Un dernier sondage qui a été publié le 3 septembre dernier indique que plus de 90% des Français souhaitent et demandent avoir plus de moyens pour pouvoir trier. Que 90% d'entre eux et plus souhaitent aussi que plus soit fait pour lutter contre la pollution plastique. Mais bien sûr, il nous faut ensemble déterminer les garde-fous ou encore les mécanismes de sécurisation nécessaires à une mise en œuvre optimale pour l'ensemble des parties prenantes. Deux pistes. Je parlais des garde-fous que nous pourrions ensemble travailler. Deux pistes peuvent déjà être esquissées. La première, c'est d'associer étroitement les territoires au déplacement du système de consigne afin que celui-ci n'épouse pas les déséquilibres territoriaux, mais permette au contraire de les atténuer. Laisser la main libre aux industriels ou aux acteurs de la grande distribution, c'est prendre le risque d'une consigne cantonnée aux grandes surfaces à la périphérie des villes. Je crois qu'aucun de nous autour de la table ne souhaiterait ce modèle-là. Permettre aux élus locaux de contribuer à la planification doit au contraire favoriser l'intégration des dispositifs dans les centres-bourgs et les cœurs de ville et participer ainsi pleinement à leur revitalisation. La seconde piste aussi, c'est de travailler ensemble à la pérennité du modèle économique des centres de tri et des centres de collecte dans lesquels un certain nombre de collectivités ont investi. Il y aura toujours des flux plastiques, métaux ou autres par exemple, les tétrapacks, dans le bac jaune, même avec une consigne. Bien sûr, à terme, moi je voudrais quand même rappeler que l'objectif de la loi, il y est qu'il n'y ait plus tous ces suremballages. C'est l'objectif de réemploi, c'est l'objectif de zéro déchet vers lequel tend la loi. Il y a une période de transition dans laquelle les centres de tri et de collecte doivent rester plus que jamais au centre du jeu. Nous devons donc travailler sur les synergies possibles entre les dispositifs de tri mis en œuvre, que ce soit ceux du bac jaune ou de la consigne. Il nous appartient donc de réfléchir, y compris, mais pas exclusivement par voie législative ou réglementaire, à la façon dont le système pourrait être organisé pour mobiliser la capacité déjà existante des centres de tri et de collecte et favoriser la modernisation de ceux-ci quand c'est nécessaire. Donc, pour conclure, mesdames les sénatrices, messieurs les sénateurs, j'en arrive au terme de cette longue présentation. Je serai heureuse, bien sûr, de répondre à vos questions. Je veux, pour conclure, vous dire combien ce projet de loi constitue la première brique de ce nouveau modèle de société que nous devons inventer ensemble, que les Français appellent de leur vœu chaque jour un peu plus fort. Un modèle qui valorise un rapport différent, plus sain à notre environnement et aux objets qui peuplent notre quotidien. Une société capable de produire de la richesse à partir de la richesse déjà produite et non simplement en creusant toujours un peu plus profondément encore dans les ressources d'une terre qui exprime chaque jour son épuisement. Une société qui crée des emplois pour tous, des emplois qui ont du sens. Une société écologique qui partage les responsabilités pour ne pas faire peser sur quelques-uns seulement la charge des excès de tous les autres. Nous aurons bien sûr des discussions sur les détails et parfois, je le sais, des désaccords. Mais il nous appartient ici, au-delà des habitudes et parfois des rentes, de ne pas perdre de vue cette grande ambition. C'est cela que les Français nous demandent. Je vous remercie et je me réjouis d'avance de notre travail collectif qui s'ouvre. Merci beaucoup, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs. Merci beaucoup, Madame la Ministre. Beaucoup de choses ont été dites et j'aimerais pouvoir répondre à beaucoup de points, mais nous ne sommes pas là pour engager le débat qui aura lieu dans l'hémicycle et encore moins pour engager des échanges directs entre nous deux. J'ai beaucoup de demandes de parole, donc je vais tout de suite donner la parole à la rapporteure et ensuite aux nombreux collègues qui ont déjà souhaité vous interroger.
Merci Monsieur le Président, merci Madame la Ministre de cette présentation de ce projet de loi qui effectivement est important et pour lequel évidemment un travail conséquent a déjà été entamé au sein du Sénat, puisque vous savez que nous avons auditionné plus d'une centaine en fait d'acteurs de ce secteur-là, et c'est malgré tout, malgré toutes ces auditions nombreuses et tous ces apports nombreux, nous avons encore des questions à vous poser, et notamment moi, puisqu'il me reste encore un certain nombre de questionnements auxquels je n'ai pas encore eu la réponse de la part de votre cabinet, mais l'occasion de cette audition nous permettra peut-être d'affiner tous ces points-là. Vous avez longuement parlé de la consigne, je voudrais y revenir, Madame la Ministre. Le projet de loi, effectivement, que vous défendez comprend des dispositions très générales autour de la consigne, telle que vous nous le présentez, donc sur certaines catégories de produits qui sont consommés par les ménages, en laissant une très grande marge de manœuvre en réalité, tel que le texte est rédigé aujourd'hui. Je ne porte pas de jugement à cette étape. Ni le projet de loi ni l'étude d'impact qui l'accompagne n'apportent en réalité de précision sur l'objectif final qui est recherché. Est-il environnemental? Est-il économique? Donc j'aurai à un moment donné besoin de quelques précisions sur ce point-là. Et d'autre part, j'ai constaté qu'au cours de nombreuses auditions que nous avons donc menées ici au Sénat, certaines perspectives qui étaient offertes par ce dispositif soulèvent de très vives interrogations. Je ne vais pas parler d'inquiétude, mais vraiment des interrogations, voire des incompréhensions. Vous nous avez donné certains éléments aujourd'hui, mais il faudrait sans doute aller un tout petit peu plus loin sur ce point-là. Et donc ma question, Madame la Ministre, sur ce point-là, j'en aurai quelques autres. Pouvez-vous préciser l'objectif réel du gouvernement en proposant ce dispositif de consigne? Très clairement, quel est l'objectif visé? Et est-ce que vous confirmez que votre priorité est de mettre en place une consigne pour recyclage et non pour réemploi portant sur les bouteilles en plastique? Donc, puisqu'on a entendu effectivement parfois des observations qui pouvaient laisser planer une certaine ambiguïté, il est temps que nous sachions précisément quelle est la position du gouvernement sur la consigne que vous évoquez et que vous avez encore évoquée avec nous à l'instant. J'ai une deuxième question qui porte sur les déchets du bâtiment. Sujet effectivement important. Leur prise en charge et le financement de leur collecte et de leur traitement constituent un sujet majeur pour les territoires. Nous le savons, nous partageons cette analyse. À ce sujet, le projet de loi prévoit l'instauration d'une filière donc, de responsabilité élargie pour le secteur du bâtiment afin d'organiser la prévention et la gestion des déchets qui en sont issus. Il précise également qu'un système équivalent ou interprofessionnel pourrait être mis en place. Ma question sur cette solution alternative est comment s'assurer que ce système garantisse et finance une reprise gratuite des déchets triés en tout point du territoire ainsi qu'un maillage territorial au point de collecte, en fait. Donc, ce que vous avez évoqué, si vous pouviez nous préciser un petit peu plus les contours. J'ai aussi une troisième question, si vous permettez, Monsieur le Président. Ça concerne aussi, en fait, la prévention. Très simplement, puisque de façon plus générale, lors des auditions que nous avons menées, beaucoup d'acteurs ont souligné que le projet de loi s'intéressait plus à l'aval, c'est-à-dire à la fin de vie des produits et à leur recyclage, qu'à l'amont, à savoir la prévention de la production des déchets. Puisqu'en réalité, nous sommes tous d'accord dans cette maison, et tous les Français partageront avec nous cet avis, c'est qu'au fond, peut-être que c'est la production même des déchets qui pose à un moment donné question. Donc les objectifs de diminution de l'empreinte carbone et de réduction de l'impact environnemental que nous partageons tous ne justifie-t-il pas de se concentrer plus encore sur la prévention, donc sur le volet prévention? Et je terminerai sur simplement une remarque d'ordre général. Vous avez évoqué les habilitations. Oui, effectivement, en tant que parlementaire, pour nous, il est important que nous puissions débattre sur un certain nombre de sujets. Moi-même, j'apporterai ma pierre à l'édifice sur ce sujet-là, et je pense qu'il est nécessaire que sur l'ensemble des habilitations, nous puissions avoir un débat parlementaire au sein de cette maison. Je ne serai pas plus longue, mais vous avez bien compris que les questions sont nombreuses. Il y a encore beaucoup d'imprécisions que nous aimerions, avec mes collègues, soulever aujourd'hui et espérer avoir quelques réponses. Merci beaucoup. Bien, Madame la Ministre, je vais vous donner la parole pour répondre. Je vous signale et je signale à mes collègues qu'on a déjà une quinzaine de demandes de prise de parole.
Donc ce serait bien que chacun puisse poser ses questions et même répondre de manière synthétique, car j'imagine, Madame la Ministre, que vous n'avez pas la soirée entière à nous consacrer. Juste une partie. Si vous le souhaitez, je peux. Hein. Bien. Je dois juste faire un discours à 20 h, mais sinon, à votre disposition. Je vais laisser répondre déjà à la rapporteure. Alors, merci beaucoup, Madame la rapporteure, de vos questions, effectivement cruciales. Je vais peut-être répondre de la fin au début. Concernant les habilitations et les ordonnances, je crois que je me suis prononcée sur cette question-là et que il me semblerait effectivement légitime que vous souhaitiez vous saisir de beaucoup des questions qui se situent dans les ordonnances. Par ailleurs, la prévention est un axe clé de ce projet de loi. C'est un axe absolument central, puisque l'objectif n'est pas simplement d'améliorer le système à la marge, mais bien de s'engager dans une société où on a changé nos modes de production et de consommation et où on ne peut plus considérer les emballages, sortir du tout jetables, où on ne peut plus considérer les emballages comme des choses que nous pouvons jeter, puisque bien souvent ils sont extraits et ils ont été produits avec des ressources naturelles. Donc notre objectif, il est bien sûr de se centrer et de tendre vers une société du zéro déchet. Ça suppose bien sûr de passer par un certain nombre d'étapes, à commencer par la prévention. Dans les filières REP, et vous avez remarqué, et vous l'avez souligné, Madame la co-rapporteure, que nous en créons beaucoup de nouvelles. Par exemple, sur les articles de sport, de bricolage, les jouets, les lingettes, bref, toute une série, le tabac. L'objectif, il y a un objectif de réemploi qui va être donné à chaque filière. Ça va être l'objectif, premièrement. Deuxièmement, nous avons, et je l'ai souligné, il y aura aussi, et il y a un article qui concerne le diagnostic BTP. Nous voulons passer, par exemple, dans le secteur du bâtiment, d'une logique de démolition à une logique de déconstruction. Un bâtiment contient beaucoup de ressources qui doivent être impérativement réutilisées. C'est la meilleure façon de prévenir la surconsommation de ressources. Dans l'article 5 aussi, l'objectif est de lutter contre la surproduction, puisque le but est bien d'interdire, en interdisant l'élimination des articles invendus, et bien par là même nous luttons contre la surproduction. Et donc nous prévenons la production d'une grande quantité de déchets. Je rappelle qu'il y a entre 800 millions et 900 millions d'euros par an de produits invendus qui sont tout simplement éliminés, détruits. Enfin, nous voulons promouvoir aussi la consigne pour réemploi. Et nous avons d'ailleurs annoncé, le gouvernement a d'ailleurs annoncé qu'il serait possible d'utiliser maintenant dans le commerce des boîtes et de venir avec son propre emballage. Enfin, concernant la REP bâtiment. Concernant la REP bâtiment, le travail, d'abord plusieurs choses. Je crois qu'il faut le travail conjoint des 14 fédérations professionnelles depuis l'été 2018 ne peut être que salué, parce que c'est la première fois que l'ensemble des représentants de la filière du bâtiment, du déchet, les distributeurs, les metteurs sur le marché de produits de construction travaillent de concert. Le cadre, vous y étiez Madame la rapporteure, le cadre du fonctionnement des filières REP existe, il est clair, il est éprouvé. L'interprofession qui est proposée par les fédérations présentes comprend encore des limites et des interrogations, à savoir notamment en termes de contrôle, de transparence des activités, de gouvernance et du fonctionnement qui est encore très peu connu, et aussi concernant les modalités de financement qui reposent sur l'équivalent d'une taxe affectée qui peut susciter des interrogations. Mais tout ça, ça fait l'objet d'une étude de préfiguration qui est menée par l'ADEME et que j'ai annoncée pour étudier clairement quelle était la piste et quelle serait la piste à favoriser. Est-ce que ce serait une interprofession ou un éco-organisme? Et je suis sûre que, mesdames et messieurs les sénateurs, vous serez vous aussi très attentifs à ce que le secteur du bâtiment soit en mesure de rendre des comptes sur la façon dont il gère les déchets. Le drame de cet été doit nous rappeler et nous rappelle encore à quel point la lutte contre les dépôts sauvages doit être une priorité. Enfin, concernant la consigne. L'objectif de la consigne, il est multiple. D'abord, nous nous retrouvons dans une situation, comme je le disais, où certains
industriels veulent mettre en place un système de consigne, sont en train de le déployer, j'ai envie de dire peut-être dans leur coin. En France, il y a actuellement des dispositifs de consigne ou équivalents qui sont en train d'être déployés sans que les collectivités aient été informées et pu avoir leur mot à dire, d'un côté. De l'autre, l'Union européenne nous fixe des objectifs très ambitieux, de 90% de recyclage des bouteilles en plastique d'ici 2029. Troisièmement, il faut aussi, je le disais, que nous changions notre rapport à la consommation, à la production et à la gestion de nos déchets en partie. Et la consigne pourrait être un moyen, une locomotive pour développer le réemploi, la réutilisation des emballages et des produits en France, parce que c'est bien vers ce type d'économie-là que nous devons tendre. C'est une façon d'accélérer la sortie de la société du tout jetable. Et dois-je rappeler aussi que chaque année, il y a des millions, et je dis bien des millions, parce que des millions de bouteilles qui se retrouvent dans la nature. J'ai entendu un chiffre qui disait qu'en France, on collectait 98% des bouteilles en plastique. En admettant que ce soit bien 98%, ça veut dire qu'il en reste quand même. Ces 2% représentent plus de 100 millions de bouteilles en plastique qui se retrouvent dans la nature. Et sur ces 98%, il y en a beaucoup qui se retrouvent en décharge ou en incinération. Je ne pense pas que ce soit le modèle économique du XXIe siècle, ni celui qui est à promouvoir. Donc l'objectif est avant tout écologique, mais il est aussi sociétal pour aller petit à petit et le plus rapidement possible vers le réemploi, la réutilisation. Merci. Madame la rapporteure, vous vouliez... Oui, j'en prie. Merci Madame la Ministre. Je voudrais néanmoins revenir sur vos explications concernant la consigne. Vous avez évoqué du réemploi, recyclage ou réemploi. Ma question était très précise. Bouteilles en plastique pour du recyclage ou pour du réemploi, parce qu'il est nécessaire que l'on sache à cette étape-là où nous en sommes. Et n'y a-t-il pas une petite confusion entre objectifs que nous partageons tous et vecteurs et l'outil que l'on pourrait mettre en place pour y parvenir? Alors, des études nous montrent, et l'ADEME a travaillé là-dessus, et on le voit dans les différents pays européens, sur les bouteilles en plastique, le réemploi, c'est-à-dire la réutilisation, donc laver les bouteilles, etc., fait peu de sens écologique et économique. Sur les bouteilles en verre, nous sommes en train, sur les bouteilles en verre, l'ADEME, quand on regarde les études de l'ADEME, il y a un périmètre qui est d'environ 200 km, sur lequel ça fait sens écologiquement et économiquement, mais écologiquement surtout. J'ai demandé des études complémentaires à l'ADEME pour envisager aussi et se laisser la possibilité de mettre en place un système de consigne pour réemploi. Dans un premier temps, ou pas dans un premier temps, mais en tout cas sur les bouteilles en plastique, on parle de recyclage. Cela n'empêche pas de laisser la porte ouverte, voire de travailler dès aujourd'hui et de façon concomitante à un système de réemploi et de réutilisation sur les bouteilles en plastique, mais aussi sur les autres emballages, sur d'autres produits aussi. Il faut que nous laissions cette possibilité-là. Certains ont parlé par exemple des piles, d'autres m'ont parlé de tous les emballages ménagers. Je crois qu'il faut que nous laissions la possibilité de l'intégrer dans nos discussions et dans la concertation. Merci. Monsieur Mandelli, président du groupe d'études déchets. Merci, Monsieur le Président. Économie circulaire. Voilà, le président et le rapporteur ont d'ores et déjà brossé le tableau ou le portrait de ce projet tel qu'il nous arrive. Moi, je voudrais dire simplement, alors c'est plus un ressenti qu'une question, pour avoir participé à quelques réunions du comité de pilotage de la feuille de route et pour y avoir d'ailleurs senti un véritable engagement de l'ensemble des partenaires, que ce soit les ONG, les collectivités locales et leurs représentants, enfin tous les acteurs de l'économie circulaire ont bien participé sur ces 18 mois. Et il me semblait que des positions consensuelles avaient été adoptées ou acceptées en tout cas. Je pense notamment à des dispositifs comme l'élargissement des REP, etc. Donc il y a beaucoup de points positifs dans
dans ce projet, en tout cas dans les intentions, et vous le défendez, j'allais dire, plutôt bien, avec enthousiasme et engagement. Ceci étant dit, moi je ne retrouve pas, au regard des nombreuses sollicitations que nous pouvons avoir de ces différents partenaires et parties prenantes d'origine, je ressens une sorte de frustration. Alors peut-être que le projet ne va pas assez loin. Nous regarderons dans le détail, enfin nous avons commencé à regarder bien sûr. Peut-être que il y a un manque d'ambition par rapport aux objectifs, par rapport à ce qui était attendu ou annoncé en tout cas par ces différentes organisations. Alors j'ai du mal à me l'expliquer aujourd'hui. Moi je pense par exemple qu'il manque dans ce projet des incitations par exemple en termes de commandes publiques, d'obligations pour un certain nombre d'institutions, y compris les ministères d'ailleurs. La Commission ici a montré l'exemple ces dernières années par ses actions. Je pense notamment à éventuellement l'éco-conditionnalité des aides de l'État, par exemple sur les constructions. J'ai été maire, on a construit dans le cadre systématiquement des marchés de qualité environnementale pendant 15 ans, sans absolument quelquefois aucune aide de l'État par le passé. Est-ce qu'il ne faut pas flécher sur l'économie circulaire, sur l'utilisation de produits biosourcés, recyclés pour les collectivités locales et pour les institutions également. Je pense qu'à la source, l'une des difficultés, c'est la mise en place de la redevance incitative qui n'a pas été assez étendue. 5 millions seulement de nos concitoyens. Et je pense que si on veut traiter le problème de l'économie circulaire à la source, il faut commencer par ça. Alors certes, ça peut être coercitif, ça peut être imposé, obliger les collectivités, mais je suis convaincu que c'est aussi par ce biais qu'on pourra y parvenir à atteindre ces objectifs. Parce que la mesure de la consigne, elle est effectivement emblématique, médiatique, etc. Mais je dirais que cette mesure de consigne, je ne suis pas sûr qu'elle réponde totalement aux objectifs. Il faut pouvoir s'appuyer sur les collectivités qui ont d'ores et déjà engagé des démarches avec des résultats probants, et que cette consigne, je pense, dessert le projet ce projet de consigne dessert le projet dans son intégralité. Et si vous me permettez de faire le parallèle, je pense que la notion de la consigne est au projet de loi économie circulaire, ce que le 80 km/h a été à la LOM. C'est-à-dire que on ne doit retenir que ça, c'est la mesure sur laquelle on discute, et à côté, on ne va pas au fond des choses, à mon sens. J'espère qu'on y parviendra dans le cadre des débats. Nous aurons dans ce sens, avec la rapporteure et un certain nombre de collègues, des amendements pour faire des propositions, pour aller un peu plus loin et répondre aux ambitions. On partage tous, on fait tous les mêmes constats depuis des années. Il y a enfin un projet, alors il y en a eu d'autres avant, transition énergétique, etc. Enfin, un certain nombre de projets. On a l'occasion ici d'avoir un projet qui permette vraiment d'infléchir. Et je regrette qu'on ne... ça manque un peu de souffle. Vous n'y êtes pas pour tout, hein, bien sûr, parce que je pense qu'il y a eu des arbitrages à Matignon, à Bercy et ailleurs. Mais je pense que si on veut changer de modèle, il faut qu'on aille beaucoup plus loin que ce qui figure dans ce texte aujourd'hui. Madame la ministre. Bien, écoutez, monsieur le président du groupe de travail sur l'économie circulaire, je suis ravie de vous entendre demander plus d'ambition encore, et je me réjouis de vous savoir particulièrement attaché à cette volonté d'aller encore plus loin. Moi, je peux que soutenir une démarche en ce sens. Bien sûr, il faudra que ça fasse l'objet d'un consensus gouvernemental. Moi, je partage tout à fait votre vision des choses, à commencer par exemple par la redevance incitative. Simplement, imaginez un seul instant que l'État oblige les collectivités à mettre en œuvre la redevance incitative. Je vous assure que peut-être j'oserais avouer, et je prends un risque que je suis filmée, mais dans mes rêves les plus fous, j'aimerais. Mais très franchement, à mon avis, je suis pas sûre que ça... mais je ne peux qu'encourager, continuer d'encourager. D'ailleurs, l'ADEME... L'État, c'est-à-dire l'ADEME, a soutenu et continue de soutenir sur les territoires des projets de redevance incitative. On a l'exemple de villes comme par exemple Besançon où ça marche très bien. Moi, je ne demande que ça, et je pense que ça fait partie intégrante de la solution. Ce qui est, entre guillemets, un peu compliqué avec l'économie circulaire, c'est que par définition, c'est systémique. On ne parle pas d'un seul acteur, mais c'est un ensemble de mesures qui doivent toutes être importantes et ambitieuses, et où tout le monde doit faire un pas dans la même direction au même moment. Je partage aussi tout à fait
votre vision sur l'importance de la commande publique, absolument. Concernant la consigne, je le vois aussi, et je suis la première à regretter. J'entends parfois des gens qui disent « c'est la loi sur la consigne ». Absolument pas. Je rappelle que l'objectif premier, il est de changer et de lutter contre la surproduction, contre la surconsommation, contre la surdestruction des ressources, bref, lutter contre le gaspillage, qui est peut-être ce qui caractérise notre économie, notre société. Plus rien n'a de valeur. Et ce que nous voulons, c'est redonner des valeurs aux choses. Et pour ça, il faut changer notre rapport aux choses. La consigne est une des réponses. Une des réponses, en particulier quand c'est une consigne pour réemploi. C'est une des réponses, mais c'est une toute petite réponse à apporter à ce problème, pas ce problème, mais à ce projet fondamentalement enthousiasmant qui est de sortir de cette société fondée sur le gaspillage. C'est tout l'objet de ce projet de loi et je suis ravie de vous compter à nos côtés, Monsieur le Président. Merci beaucoup. Comme l'a dit M. Mandelli, vous voyez que dans cette commission, on a donné l'exemple, puisque vous avez devant vous un gobelet en carton, alimenté par une fontaine. Nous avons réussi à... Encore mieux, ce serait d'avoir chacun notre mug. Tout à fait, mais c'est déjà un progrès par rapport à une époque récente où nous avions des bouteilles en plastique. Et je crois que notre commission est pionnière au sein de cette Assemblée et même au sein du Parlement. C'est vrai. Merci, Monsieur le Président. Monsieur Medevielle, qui est rapporteur pour avis de la Commission des Affaires européennes sur ce projet de loi. Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, donc, ce projet de loi s'inscrit dans le cadre européen du paquet économie circulaire adopté au printemps 2018 et complété en juin 2019, qui comprend une directive déchets et revisité de 4 directives sectorielles. Conformément au règlement du Sénat, la Commission des affaires européennes a examiné les modalités de transposition de ces textes européens en droit français et adopté fin juillet un certain nombre d'observations à cet égard. Globalement, le texte va bien sûr dans le bon sens. Vous avez employé le terme de symbole. J'espère, comme mon collègue Mantelli, que ce sera un symbole majeur. Il est temps des mégots, lingettes, on ne va pas refaire la liste, de réagir, je crois. De manière générale, la Commission des affaires européennes, nous avons constaté que ces textes fixent des objectifs à minima de recyclage des déchets d'emballage et de certaines matières spécifiques qui doivent être atteints au plus tard aux dates qu'elles indiquent. Elle a également observé qu'ils renvoient souvent aux États membres le soin de prendre des mesures appropriées qu'ils encadrent pour atteindre ces objectifs, motif pour lequel il apparaît difficile de considérer qu'il y aurait de véritables surtranspositions dans le projet de loi. Pour autant, il convient de déterminer si les obligations prévues, par exemple, en matière d'information des consommateurs, de financement de certains coûts de nettoyage ou de prévention, ou encore les obligations de reprise des produits usagés faisant l'objet d'une filière REP ne sont pas de nature à introduire des distorsions de concurrence. En effet, elles ne s'appliquent qu'aux producteurs ou aux distributeurs établis en France. Pouvez-vous m'éclairer sur ce point? En particulier, préciser quelles obligations pèseront sur les fabricants ou distributeurs non établis en France, de manière générale, ou lorsqu'ils commercialisent leurs produits en France. Ou encore si les producteurs et distributeurs établis en France seront soumis à ces obligations pour les produits qu'ils commercialisent dans l'UE ou hors de celle-ci. Plus spécifiquement, la Commission des affaires européennes a observé que les obligations d'incorporation de matières recyclées dans les produits obligeront à la modification des chaînes de production en France. Là encore, le coût pour les producteurs français, le risque de distorsion de concurrence et les délais nécessaires de mise en conformité ont-ils été évalués? Qu'en est-il également des coûts de filière de REP, dont le périmètre va au-delà des textes européens? Pour terminer, une question qui m'a été souvent posée, c'est l'inquiétude par l'ordonnance qui sera certainement promulguée par rapport à l'interdiction de compostage des biodéchets avec d'autres déchets biodégradables qui mettraient en danger pas mal de filières de recyclage. Merci. Merci, Monsieur Medevielle. Madame la Ministre. Peut-être on prend une grappe de questions, Monsieur le Président. Non. Bon, je préfère, mais c'est pour ça qu'il faut que chacun soit bref et on va appliquer la règle des 2 minutes parce que c'est plus interactif que des longs couloirs de questions, je trouve. D'accord. Alors, très bien. Concernant votre question, il y a une étude d'impact détaillée qui a été faite dans le cadre de ce projet de loi. Bien évidemment, nous voulons faire de la transition écologique
un avantage compétitif pour les entreprises françaises. Bien évidemment, puisqu'elles seraient en avant et elles devancent les besoins de leurs consommateurs, premièrement. Deuxièmement, les entreprises, beaucoup, vendent des produits à des consommateurs, dont aussi les besoins, les souhaits, les désirs changent et changent rapidement. Et beaucoup de consommateurs veulent et souhaitent consommer des produits qui sont bien plus respectueux de l'environnement et cela change vite et rapidement. Et beaucoup d'entreprises, je vais vous dire une chose, beaucoup d'entreprises me disent ils ont besoin, en tout cas, d'incorporer bien plus de matières recyclées dans les produits qu'ils commercialisent. Et simplement, ils ont du mal à trouver cette matière pour pouvoir recycler et commercialiser du recyclage. Alors, nous avons lancé un pacte national sur les emballages plastiques qui visait à commencer à agir avant même que la loi soit discutée. Ça, c'était en début d'année dernière. Et dans ce pacte, il y a clairement des objectifs de lutte contre le suremballage et la prolifération, en particulier, du plastique. Il y a aussi des objectifs d'incorporation qui visent d'ici, par exemple 2025, à atteindre 100%, par exemple, de plastique recyclé dans les produits qui sont commercialisés. Tout ça est un avantage compétitif et en tout cas une question d'acceptabilité sociale des consommateurs. De plus en plus d'entreprises me remontent cette nécessité. Et pour ça, eh bien, il faut créer des filières, créer une dynamique et faire en sorte eh bien, que les entreprises qui souhaitent commercialiser des produits faits à partir de matières recyclées aient cette matière première, plutôt que d'importer des matières, des hydrocarbures, par exemple dans le cas du plastique, d'Arabie Saoudite. D'autre part, je voulais dire que la REP vise tout le monde, que le producteur soit établi en France, bien évidemment, ou ailleurs. Ça me semblait être une évidence, j'aurais dû vous le préciser d'ailleurs en début de question, donc partout, en Europe, ou ailleurs, ou en France. D'autre part, c'est tout l'intérêt de la REP qui évite les distorsions de concurrence. La France a vu la naissance des filières REP. Elles ont été reprises dans beaucoup de pays européens. C'est pour une bonne raison. C'est parce que c'est quand même un bon modèle, même si nous allons profondément changer les modes de gouvernance des filières REP, de façon à ce qu'elles soient plus efficaces, que nous puissions les contrôler mieux et qu'elles soient plus transparentes. Mais ça, c'est un sujet annexe. Et l'incorporation s'applique d'ailleurs aux produits importés également. Merci. Je vais donner la parole à Madame Préville pour 2 minutes. Merci Monsieur le Président, Madame la Ministre. Alors je partage votre vision de revoir nos modes de consommation et d'élimination de tout le plastique superflu, notamment sur le suremballage. Alors par contre, sauf erreur de ma part, je ne vois pas dans le texte de loi des mesures qui permettraient une réduction drastique de ces suremballages. D'autre part, je voulais vous poser la question sur notamment un tissu qui est fait à partir de matière plastique qui s'appelle le tissu polaire, dont on commence à voir que le relargage lors de lavage en machine à laver se fait dans la nature sans qu'on puisse du tout capter ces microplastiques. D'abord parce qu'ils poseront un problème de santé, parce qu'ils vont s'accumuler dans les organismes, notamment chez nous, puisqu'il y en a dans l'eau, partout dans les rivières, et parce qu'on est en train de découvrir, enfin on découvre déjà depuis un certain temps, qu'ils sont des véhicules pour les micro-organismes de tout poil, virus, bactéries, et qu'ils poseront problème. Donc, est-ce qu'il n'y a pas là quelque chose à faire également? Et dernière question sur le réemploi. Vous parlez de réemploi pour les mégots. Quel réemploi possible, étant donné qu'ils contiennent des centaines de produits chimiques et notamment des métaux qui peuvent poser problème? Voilà, je vous remercie. Merci, Madame la Ministre. Merci, Madame la Sénatrice. Alors, sur les mégots, vous le disiez, c'est très difficile, c'est compliqué, il s'agit d'innover. Ce n'est pas aux contribuables de faire ça. C'est aux industriels de prendre en charge cette innovation, cette recherche, cette lutte aussi contre le fléau que constitue la pollution des mégots de cigarettes des industriels du tabac. C'est donc pour cette raison-là que va être créée une filière REP sur le tabac. J'ai réuni les industriels du tabac, je suis sûre que vous l'avez suivi, et c'est tout l'objectif de cette filière REP. D'autre part, vous m'avez posé la question, Madame la Sénatrice, de l'impact de la filière textile.
en particulier. Alors, les filières REP à responsabilité élargie des producteurs, dont, je signale, nous voulons, transformer la gouvernance pour les rendre plus efficaces, pouvoir les contrôler et les sanctionner mieux, et deuxièmement, dont nous créons de nombreuses nouvelles filières. Il y a un objectif d'éco-conception, et dans le cahier des charges des filières REP, il y aura de l'éco-conception. Cela s'applique bien sûr aussi à la REP sur les textiles, sur le linge, les chaussures et le textile plus généralement. D'autre part, point important, nous allons mettre en place un bonus-malus sur les éco-contributions. Nous souhaitons inciter l'éco-conception des produits et pénaliser les produits qui sont les moins vertueux. C'est votre réponse à la lutte contre le suremballage. C'est un petit peu technique, mais j'ai eu l'occasion de le présenter. Par exemple, si une entreprise décide de commercialiser du shampoing dans un emballage qui n'est pas recyclable ou alors qui intègre pas suffisamment de matière recyclée, alors elle paiera une pénalité à l'éco-organisme qui pourra aller jusqu'à 20% du prix de vente du produit hors taxe. Il s'agit d'un plafond qui permet de garantir la proportionnalité de la mesure et non pas d'un montant obligatoire. Comme l'éco-organisme n'a pas le droit de faire du profit, il reversera ces pénalités sous forme de bonus aux entreprises concurrentes qui ont fait des efforts d'éco-conception sur leurs produits et donc qui auront par exemple lutté contre le suremballage. Par exemple, ça c'est l'exemple de la bouteille de shampoing, je pourrais vous prendre une multitude d'exemples, des paquets de biscuits, bref, ça s'appliquera à tout. L'article 1 du PJL permet aussi d'encadrer l'information qui porte sur l'écomodulation des produits. Par exemple, il pourra être demandé aux producteurs des produits d'apposer sur l'emballage de leurs produits une mention qui stipule que leurs produits ne sont pas recyclables et qui font donc l'objet d'un malus écologique. Donc il y a une modulation de l'éco-contribution avec un système de malus pour les produits les moins vertueux sur le plan environnemental. Et cette mesure-là sera aussi visible puisqu'elle pourra être affichée sur les produits qui sont commercialisés. Merci. Le but, c'est d'encourager l'éco-conception, de lutter contre le suremballage. Merci, Monsieur Marchand. Merci, Monsieur. D'autre part, pardon, Madame la sénatrice, ça permet aussi d'aller sur chaque grande famille de produits et donc d'être très précis et de lutter de façon globale contre le suremballage et la pollution plastique. Excusez-moi, Monsieur le Président. Merci beaucoup. Alors, cette fois, pour de vrai, Monsieur Marchand. Pour de vrai. Le secteur du BTP, cela a été évoqué à plusieurs reprises, est actuellement le principal producteur de déchets en France, avec plus de 70% des déchets produits sur notre territoire national. Le projet de loi ne traite que de l'éco-conception des produits. Certes, il prévoit, cela a été dit par Madame la Ministre, la création d'une filière REP pour le bâtiment, mais ne doit-il pas également aborder la partie amont de la chaîne de valeur de l'économie circulaire, soit l'éco-conception du bâtiment? Cette dernière, appliquée au bâtiment, participe sous plusieurs formes à la réduction de son impact environnemental, la conception, l'approvisionnement durable, l'analyse du cycle de vie du bâtiment, la réversibilité du bâtiment en anticipant son changement d'usage dès sa conception. Donc ma question sera simple, c'est comment pensez-vous donc développer cette notion d'éco-conception? Merci Monsieur Marchand. Madame la Ministre. Bien, merci Monsieur le Sénateur de votre question. Effectivement, cette logique qui s'applique à toutes les filières REP et même aux produits en France doit aussi s'appliquer aux bâtiments. Et c'est l'objectif. C'est pour ça que nous voulons passer, comme je le disais en introduction, d'une logique de démolition à une logique de déconstruction, parce que finalement, un bâtiment, c'est quelque part une banque de matériaux. Et donc tout l'objectif est au moment de la déconstruction, de faire un diagnostic BTP, c'est l'objectif de cet article, qui nous permet d'identifier très clairement et donc d'éco-concevoir ensuite les futurs bâtiments construits. Et d'autre part, de même que pour les autres filières REP, la modulation de l'éco-contribution va s'appliquer à la filière REP dans le secteur du bâtiment. Merci. Monsieur de Nicolaï. Pour 2 minutes maximum. Oui. Ça m'aurait étonné. Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, j'aimerais attirer votre attention sur la problématique que rencontrent les entreprises d'emballage alimentaire avec le projet de loi tel qu'il nous est présenté en l'état, à la fois concernant le taux minimal d'incorporation de matières recyclées dans ces produits et matériaux, c'est le cas de l'article 7, mais aussi concernant l'obligation d'afficher le Triman et d'enlever le logo point vert.
les entreprises d'emballage souhaiteraient que les taux d'intégration de matières recyclées dans les emballages alimentaires soient établis en concertation avec les réglementations européennes d'aptitude au contact alimentaire des emballages et que l'affichage bonus-malus que vous prévoyez sous 1 an ne puisse se faire qu'une fois l'utilisation de matières issues du recyclage confirmée par les autorités compétentes et à ISO, DLC, ces dates limites de consommation. Et sur le deuxième point, et pour ne pas pénaliser nos entreprises, qui seraient obligées de développer plusieurs emballages selon le marché, puisqu'aujourd'hui de nombreux pays européens continuent à faire obligation du logo point vert, il serait bon d'envisager que ce logo puisse continuer à être apposé sur l'emballage si celui est multilingue. Pouvez-nous donner votre position sur cette problématique? Et je me permets aussi de vous dire que 70 entreprises des Pays de la Loire se sont regroupées autour d'une association qui s'appelle l'IGEPAC, et cette association qui s'occupe des emballages alimentaires souhaite des précisions sur ce sujet et sont inquiets sur ce projet de loi. Je vous remercie, et c'est moins de 2 minutes, monsieur le Président. J'ai bien noté 1 minute 33, monsieur Nicolai. Merci, madame la ministre. Merci, monsieur le sénateur. Il y aura, alors, concernant les taux d'incorporation, d'abord, ça doit se faire en concertation, filière par filière. Nous avons déjà lancé une dynamique avec des taux d'incorporation volontaires de la part des entreprises. Je rappelle que ça a visiblement porté ses fruits, puisque en 2018, le taux de plastique recyclé, d'incorporation de plastique recyclé a augmenté de 12%. Et nous allons continuer à concerter, mais dans la directive SUP européenne, il y a un objectif minimal d'incorporation de plastique dans les bouteilles en plastique, par exemple. Donc, de toute façon, il va nous falloir continuer à avancer résolument dans cette direction, et c'est bien pour cela qu'il y a et que nous laissons la possibilité dans la loi. Et que ce sera fait, bien sûr, filière par filière, en concertation. L'incorporation de matières recyclées dans les emballages, elle est déjà possible, et la REB emballage prévoit déjà des bonus sur le sujet, c'est donc possible. Donc souhaitable, c'est donc demandé aussi, comme je le disais à un moment, par beaucoup d'entreprises, et ça, je crois qu'il ne faut pas le sous-estimer. Quant au logo point vert, je crois qu'il est très important de sincériser l'affichage environnemental. Quand vous demandez aux Français, plus de 90% d'entre eux pensent que quand il y a un point vert qui est apposé sur un produit qu'ils consomment, ils pensent que ça veut dire que le produit est recyclable ou recyclé. Ça induit beaucoup de nos concitoyens en erreur. Et donc, et encore maintenant, il est considéré par aussi beaucoup de nos consommateurs comme insignifiant. Cette signalétique, elle est à l'origine de beaucoup de confusion chez les consommateurs. Et il y en a certains même d'ailleurs qui placent les produits qui ont un point vert dans le bac jaune. Donc ça complique ensuite derrière encore le tri. Et la Cour des comptes, en 2016, a estimé que ce logo coûtait 40 millions d'euros par an aux collectivités locales qui prennent à leur charge et sans soutien des éco-organismes les erreurs de tri. C'est ce que je vous disais. Et donc le vrai logo, c'est le Triman. Et dans cet article, dans l'article 3, nous proposons de le généraliser à tous les produits et les emballages qui font l'objet d'une consigne de tri spécifique, c'est-à-dire qui doivent être placés dans des boîtes à ordures spécifiques. Et pour sortir du point vert, il y a 2 solutions, soit avoir recours aux écomodulations et prévoir un malus pour les produits qui ont recours à l'usage du point vert, soit inscrire son interdiction par voie législative directement dans le texte. Merci beaucoup. Madame Vullien. Oui, merci Monsieur le Président. Madame la Ministre, merci de votre exposé. C'est vrai, comme l'a dit mon collègue, on sent que vous avez la foi dans ce que vous êtes en train d'entreprendre. Moi, je me réjouis de cette loi qui va arriver au Sénat, notamment d'interdire la destruction des invendus, parce que ça, c'est scandaleux. Mais la question que je me pose quand même, cette lutte contre la surproduction, la production, souvent, elle n'est pas faite en France. Donc, quelque part, les commerces, ils sont en flux tendu, etc. Donc, à quel moment on dit qu'il ne faut pas détruire? Est-ce qu'on, par hasard... dans un autre pays, il n'y a pas des stocks qui vont être détruits. Ça, c'était ma première question. Puis une deuxième question. Vous imaginez bien qu'on est bien sûr interrogé par différentes filières, par ce qu'on a l'occasion d'appeler les lobbyistes, hein, sur le polystyrène extrudé. Donc cette histoire des barquettes alimentaires, d'après ce que j'ai compris, et vous allez me dire si j'ai bien compris, vous avez dit plus de polystyrène, terminé, y compris pour l'alimentaire. Or, d'après moi, ce que dit la filière, c'est que ça peut tout à fait être recyclé
qu'il y a des filières de recyclage qui sont mises en place, par exemple en Belgique, alors qu'en France, brutalement, on dit terminer ce type de barquette, alors que c'est parfaitement recyclable et que c'est d'un point de vue alimentaire. Parce que là, sur ce recyclage de qualité alimentaire, c'est pas du tout la même chose que sur du plastique pour le bas de caisse d'une voiture, etc. Là, on est quand même sur de la sécurité alimentaire. Je voulais avoir votre point de vue sur la question. Je vous remercie. Merci, Madame la Ministre. Merci, Madame la Sénatrice. En ce qui concerne l'interdiction d'élimination des produits invendus, malheureusement, je ne peux pas déterminer ce qui se passe dans les autres pays. Ce que je sais néanmoins, c'est que beaucoup d'entreprises ont la capacité de gérer leur stock. Je ne dis pas que c'est facile, c'est une des choses les plus difficiles pour un chef d'entreprise et pour les entreprises, elle est de gérer justement leur stock et les flux. Néanmoins, j'ai la faiblesse de croire que nos entreprises ont la capacité de faire ça. Et d'ailleurs, quand on voit les enseignements de la loi dite loi Garot sur de lutte contre le gaspillage alimentaire, on voit que ça a eu un impact et qu'effectivement, il y a des changements de ce côté-là de la part des entreprises et une meilleure gestion de leur stock. Cela dit, alors comme je vous disais, malheureusement, je ne peux pas déterminer ce qui se passe dans les autres pays et je n'ai quelque part pas voix au chapitre, bien évidemment. Cela dit, nous avons déjà commencé à avancer avec d'autres pays. C'est parfois difficile d'avancer avec d'autres pays, avec les autorités des autres pays. Je pense à certains pays dans le monde qui, par exemple, refusent d'être très volontaristes en matière environnementale. Donc nous avons un peu contourné ça en travaillant avec d'autres entreprises internationales qui ont beaucoup d'impact. C'est par exemple le cas du pacte sur le textile qui a été lancé à l'occasion du G7. Et dans ce pacte-là, eh bien, il y a bien l'objectif d'arrêter de détruire les produits textiles qui n'ont pas été vendus. J'aimerais que ce soit une loi, un traité international. Malheureusement, en l'état, c'est très difficile d'avoir le soutien des États. Et moi, je préfère commencer par travailler avec les pionniers les plus volontaires pour après aller vers des mesures collectives qui soient législatives ou réglementaires. Mais il vaut mieux commencer avec des pionniers que pas commencer du tout. Et je crois que la France a un vrai exemple à donner là-dessus. Nous avons été pionniers en matière de gaspillage alimentaire. Nous avons été courageux et pionniers en matière d'interdiction d'élimination des invendus. Et nous devons, quelque part, aller convaincre tous les pays étrangers. Et c'est à ça que je m'attacherai. Concernant le polystyrène expansé, l'interdiction est demandée par la directive européenne sur le plastique à usage unique. C'est une demande européenne. Il y a beaucoup d'emballages en polystyrène expansé qui sont utilisés en consommation nomade et qui ne sont pas recyclés et qui se retrouvent donc dans la nature. Il y a une quantité colossale. Allez voir par exemple et demandez. Écoutez, Madame la Sénatrice, il s'agit de la directive européenne. Et quant aux barquettes et à l'impact sanitaire, l'enjeu est bien identifié par le gouvernement. Il y a un groupe de travail du Conseil national de l'alimentation qui va spécifiquement travailler sur ce sujet-là pour que le recyclage ne se fasse pas au détriment de la sécurité alimentaire. Merci beaucoup, Monsieur Gold. Merci, Monsieur le Président, Madame la Ministre. Moi, je vais être rapide car vous avez déjà répondu en partie à mes interrogations. Moi, je voudrais réinsister sur la bonne volonté et le regard positif des uns et des autres sur ce projet de loi, mais aussi insister sur les craintes des collectivités territoriales sur le projet de création de consignes pour les bouteilles plastiques. On sait que le plastique a une valeur importante, une valeur marchande de 350 € la tonne lorsqu'il est vendu aux industriels. Et donc, cette valeur peut attirer des convoitises, notamment de la part de la grande distribution. Alors la grande distribution est plutôt installée en périphérie de ville et a bien entendu par le biais de la consigne un argument commercial supplémentaire pour attirer sa clientèle. Et j'ai une crainte sur le côté pénalisant pour le commerce de centre-ville. Alors vous avez souhaité dans votre propos ne pas vouloir subir les orientations de la grande distribution. C'est aussi le souhait des collectivités territoriales qui ont investi, elles, depuis longtemps dans la collecte des déchets plastiques. Alors moi, j'aimerais vous entendre et j'aimerais que vous puissiez nous rassurer les collectivités territoriales sur ce projet et vous demander aussi pourquoi il ne serait pas envisageable de s'appuyer principalement sur le maillage et le savoir-faire des collectivités territoriales pour développer justement le système de consigne sur l'ensemble du territoire national.
Merci, Monsieur Gold. Je crois d'ailleurs qu'initialement, dans la feuille de route que vous aviez présentée, la consigne était sur la base du volontariat des collectivités locales. Et sur ce point, la position du gouvernement a un peu évolué. Non. Nous avions parlé à un moment de consigne solidaire et d'ailleurs nous avons lancé un appel à projet, à une manifestation d'intérêt avec Citeo et avec l'ADEME, et il y a des projets qui sont lancés, et c'est sur la base, bien sûr, des collectivités volontaires. Donc là-dessus, vous avez raison, Monsieur le Président. D'autre part, Monsieur le Sénateur, vous avez utilisé les mêmes mots que moi. J'ai exactement 100% le même souhait que vous. C'est pour cette raison-là que nous souhaitons que le mot consigne soit inscrit dans la loi. Et c'est pour cette raison-là aussi que l'État n'est pas arrivé avec un projet de consigne clé en main en disant c'est ça et c'est pas autrement. J'aurais évité beaucoup de débats et j'ai la faiblesse de croire que j'aurais eu aussi beaucoup de soutien. Simplement, je pense que les collectivités ont fait un travail remarquable pendant des années, et pas partout, parce qu'il ne faut pas mettre toutes les collectivités locales dans le même sac. Moi, je peux vous assurer que j'ai aussi beaucoup de villes et de maires de villes qui passent dans mon bureau et qui me disent « alors la consigne, quand est-ce que c'est ? Alors la consigne, quand est-ce que c'est ?» Et il y en a d'autres, bien sûr, qui, eux, sont beaucoup plus vertueux, qui ont beaucoup investi en matière de gestion des déchets et qui doivent bien sûr se retrouver au centre des discussions. Et c'est autour de celle-ci que doit être organisée la consigne, effectivement. À commencer par répondre par la préoccupation numéro 1 qui est aussi la mienne. J'ai grandi en zone rurale, je suis élue d'une zone rurale, qui est que nous ne nous retrouvions pas avec des machines à déconsignation qui soient sur les parkings des grandes surfaces. C'est le contraire de ce que nous voulons. C'est le contraire même de cette économie du XXIe siècle que j'appelle de mes voeux et que beaucoup appellent de leurs voeux. Au contraire, c'est l'inverse. Mais pour ça, les collectivités doivent s'asseoir autour de la table et le déterminer avec nous, ou alors elles regarderont passivement des industriels, quelque part, abîmer ce système qu'ils ont construit pendant des années et qu'il faut maintenant faire passer au niveau supérieur encore, puisqu'ils ont atteint le niveau de performance le plus parfois exemplaire et maximal avec les données et le système tel qu'il était organisé. Il faut donc collectivement que nous passions au niveau supérieur. Et ça veut dire aussi, et je l'ai dit dans mon introduction, s'assurer que les centres de tri qui sont utilisés et qui sont au cœur du dispositif soient les centres de tri des collectivités, soient les centres de tri dans lesquels beaucoup a été investi. C'est ça la logique. Soit nous subissons, soit nous prenons l'offensive. C'est ça qui est devant nous. Et j'ai des chiffres maintenant que je pourrais partager aussi avec vous. Et je vous l'ai dit, je suis prête, bien évidemment, à réinscrire dans la loi toutes les garanties. Et je vous souhaite toutes les garanties pour encadrer ce système de consigne. Je ne dis pas que ce qui concerne la consigne dans le projet de loi est exhaustif ou suffisant. Bien sûr que non, je n'aurais pas cette prétention-là. Mais je pense qu'il était important de mettre une accroche sur la consigne et de vous laisser la compléter. Vous qui êtes des élus en contact avec ceux qui font au quotidien sur le terrain, et ce projet de loi, il est construit pour ceux qui sont dans l'action et qui font, et pas pour détruire le travail qu'ils ont fait depuis des décennies. Voilà pour cette audition que vous avez pu suivre sur notre antenne. Début de l'examen de ce projet de loi avec l'ouverture de la session extraordinaire. C'est cet après-midi à 15h au Sénat. Et l'économie circulaire, on en parle bien sûr à 16h30 dans notre émission spéciale pour les questions d'actualité. Une émission présentée par Tam Tranui. En attendant, vous pouvez voir ou revoir tous les programmes de Public Sénat sur publicsénat.fr. Très bonne suite des programmes sur les chaînes parlementaires.